11h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la ligne de l'actualité, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, est arrivée le dimanche 24 novembre 2024 à Rabat en fin de soirée où elle a été chaleureusement accueillie par les autorités marocaines ainsi que par le personnel de l'ambassade Henri Mananga, un vétéran de la diplomatie congolaise. Après une série d'émissions de service à travers l'Europe, l'Asie, l'Amérique, la première ministre séjournera au Royaume du Maroc du 24 au 29 novembre 2024 afin d'affermir les relations entre la RDC et ce royaume chérifien. Suivez. Après une série de missions de services à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique pour présenter les opportunités d'investissement en RDC, mais également une tournée déterminante au Nord Kivu et en Ituri mandatée par le président Félix Tshisekedi pour évaluer l'état de siège, la première ministre Judith Suminwa est arrivée le dimanche 25 novembre 2024 à Rabat, au Maroc en fin de soirée. Sur place, elle a été accueillie chaleureusement par les autorités marocaines ainsi que par le personnel de l'ambassade de la RDC dirigé par l'ambassadeur Henri Mangaya, un vétéran de la diplomatie congolaise. La première ministre séjournera au Royaume du Maroc du 24 au 29 novembre 2024 afin d'affermir les relations bilatérales entre la RDC et le Royaume chérifien et de participer à la 16e édition du Forum Medays. Cet événement annuel se tiendra à Tanger sous le thème souveraineté et résilience vers un nouvel équilibre mondial constituant une plateforme clé pour le dialogue stratégique entre dirigeants de pays du Sud. Créé en 2008, le Forum Medays symbolise l'approche proactive du Maroc en matière de diplomatie et de coopération internationale, promouvant les intérêts et les visions de pays africains et arabes dans un contexte mondial de plus en plus multipolaire. La visite de la chef du gouvernement de la RDC intervient dans un contexte où les relations entre les deux nations sont marquées par une coopération renforcée, notamment sur le plan économique et diplomatique. Le Maroc, avec son modèle de développement africain, se positionne comme un partenaire stratégique pour la RDC dans le domaine des investissements, des échanges commerciaux et de l'industrialisation. Cette rencontre de haut niveau entre responsables congolais et marocains représente une opportunité d'approfondir cette collaboration. À noter que cette visite, qui s'inscrit dans la dynamique de renforcement de liens entre le Maroc et la RDC, deux pays unis par une vision commune de développement africain à travers la coopération et les échanges stratégiques dans les secteurs clés de leurs économies, se conclura par un dîner organisé en l'honneur de la première ministre. Rendons-nous à présent à la Chambre basse du Parlement où l'examen de la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures Alexis Guizarro, prévu pour ce lundi 25 novembre 2024, vient d'être renvoyé à une date ultérieure. D'après le communiqué signé par le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Joly, le bureau de l'Assemblée nationale a transmis la motion de défiance le vendredi 22 novembre au service de la première ministre et du ministre Guizarro qui n'ont pas pu réceptionner ce courrier en raison de leur horaire de travail très chargé. Les détails dans cet élément. Initialement prévue pour ce lundi 25 novembre 2024, la plénière consacrée à l'examen de la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, a été reportée à une date ultérieure. Selon le communiqué du rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, une nouvelle date sera annoncée incessamment pour examiner cette motion, car en raison de l'horaire de travail du gouvernement, le courrier n'a pas pu être réceptionné par les services de la primature et du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Il le sera ce lundi 25 novembre 2024. Par conséquent, soucieux de respecter les principes du droit de la défense du contradictoire consacrés par les articles 19 alinéa 3 de la Constitution et 235 sus-évoqués de notre règlement intérieur, le bureau vous communiquera la date de séance plénière
plénière consacrée au débat et au vote de cette motion, peut-on lire dans le communiqué. Le bureau de l'Assemblée nationale a reçu vendredi 22 novembre 2024 la motion de défiance contre le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, signée par 58 députés nationaux. Les signataires de la motion de défiance contre ce ministre du parti présidentiel regrettent la disparition des routes du jour le jour en pleine capitale, miroir et porte d'entrée en République démocratique du Congo. Il fustige aussi le dysfonctionnement des structures rattachées et relevant de ce ministère. La lettre de transmission de cette motion est signée par les députés de la mosaïque UDPS Marcel Zouma, élu de Bondo dans le Bawili. Le ministre Alexis Guizarro était mercredi de la semaine dernière devant la représentation nationale pour répondre aux questions orales avec débat initié par les élus Rubens Mikindo, Trésor Lutala, Vincent Andoulou, Eli Kambale, Freddy Bonzeke et Patrick Mouniomo. Après les réponses du ministre, la plupart d'élus s'étaient estimés non convaincus par les réponses de ce membre du gouvernement. Depuis, cette plénière de réunion entre élus de la majorité ne cesse de se multiplier sans toutefois dévoiler l'opinion publique les ordres du jour de ces différentes réunions. Des observateurs et analystes avertis verraient derrière ces rencontres des manœuvres allant dans le sens de soutenir le ministre incriminé en vue de faire échec à cette motion de défiance. Et de son côté, le gouvernement provincial de la province du Kasaï oriental a déposé le dimanche 24 novembre 2024 le projet du budget exercice 2025 à l'Assemblée provinciale de la dite province. C'est le président de cet organe délibérant, Willy Mouya-Mukendi, qui l'a réceptionné en présence des membres de la commission ECOFIN. Suivez. Le gouverneur intérimaire Augustin Kaimba Moulemina, accompagné des membres du gouvernement provincial, a déposé le dimanche 24 novembre 2024 le projet de budget pour l'exercice 2025 à l'Assemblée provinciale. C'est le président de l'organe délibérant, Willy Mouya-Mukendi, qui l'a réceptionné en présence des membres de la commission parlementaire ECOFIN. Ce projet, évalué en recettes et en dépenses à 1233 milliards de francs congolais, représente une augmentation de 200% par rapport au budget précédent qui était de 364 milliards de francs. Ce budget prend en compte les préoccupations majeures de la population du Kasaï oriental, selon la vision du chef de l'exécutif provincial, Jean-Paul Mbouébois-Capo. L'augmentation significative du budget témoigne d'une volonté ferme d'investir dans des projets susceptibles de transformer la vie des habitants et de renforcer les infrastructures locales. Le budget a été remis à la commission ECOFIN pour analyse en attendant sa défense. Le président de l'Assemblée a remercié le gouverneur intérimaire pour avoir déposé ce projet de budget dans les délais impartis. Et triste nouvelle pour le monde journalistique à Kinshasa qui est en deuil après le décès tragique de Jemima Mambara Mogo, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, survenu ce dimanche 24 novembre 2024. La journaliste a succombé à ses blessures après avoir été attaquée par des bandits armés appelés communément Kuluna près du camp Kokolo à Kinshasa, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir présenté une édition du journal de télévision à 23h. Suivez. Jemima Diane Mogo, journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, est décédée le dimanche à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa, quelques jours après avoir été violemment agressée par des délinquants connus sous le nom de Kuluna, selon des sources médicales et proches de la victime. L'agression s'était produite dans la nuit du 12 novembre, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir présenté le journal télévisé des 23h. La journaliste, qui avait emprunté une moto-taxi, a été attaquée sur l'avenue du 24 novembre près du camp Kokolo. Sous la menace, l'un des agresseurs l'avait frappé violemment à la tête, entraînant une perte de connaissance. Elle avait été secourue par un policier et transférée à l'hôpital du Cinquantenaire pour des soins. Selon le médecin, son état s'est brusquement dégradé au cours du week-end, nécessitant une assistance respiratoire. Elle a succombé ce dimanche à ses blessures. Le décès de Jemima Mogo relance les préoccupations concernant l'insécurité à Kinshasa, notamment pour les professionnels travaillant tard.
Et la COP 29 tenue à Bakou s'est conclue avec un accord controversé, 300 milliards de dollars par an à partir de 2035 pour aider les pays en développement à faire face au changement climatique. Ces montants, bien qu'ils représentent une avancée par rapport aux engagements précédents, est justifié, insuffisant et tardif par de nombreux pays jugés vulnérables. Les détails avec Diane Bonga. Les fonds prévus viseront à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz, financer l'adaptation climatique pour faire face aux impacts futurs, couvrir les pertes et dommages causés par les événements météorologiques extrêmes. Le secrétaire exécutif des Nations Unies pour le climat, Simon Stiles, a qualifié cet accord de véritable police d'assurance pour l'humanité. Comme toute police d'assurance, cela ne fonctionne que si les primes sont payées intégralement et à temps. Les promesses doivent être tenues pour protéger des milliards de vies. Ces financements reposent sur des conditions publiques, mais aussi sur des sources privées et multilatérales, ce qui inquiète les pays en développement, qui redoutent un alourdissement de leurs dettes si ces fonds prennent la forme de prêts plutôt que de subventions. Si certaines délégations ont salué une avancée, qualifions l'accord de base sur laquelle construire, de nombreuses voix se sont élevées contre sa faiblesse. L'Inde, le Nigeria et plusieurs nations africaines ont critiqué l'absence de consensus lors de l'adoption du texte et les manques d'ambition face aux besoins criants de pays les plus exposés. Nous sommes profondément déçus car le montant engagé est extrêmement faible. Il ne s'agit que de 300 milliards de dollars, seulement à partir de 2035. C'est totalement inadéquat et beaucoup trop tardif. Cela permet aux pays développés de se dérober à leurs responsabilités. Des pays richement placés comme la Chine et la Corée du Sud seront volontaires pour apporter leurs contributions comme les banques multilatérales de développement et les investisseurs du secteur privé. Ce que nous devons faire maintenant, c'est continuer à avancer et trouver des sources supplémentaires, comme des taxes internationales et d'autres moyens de générer les ressources nécessaires aux pays en développement. La COP 30, prévue à Belém au Brésil, devra répondre aux critiques en proposant des actions plus ambitieuses et inclusives. Les attentes seront particulièrement fortes pour garantir un soutien accru aux nations les plus vulnérables et un engagement concret vers l'abandon des énergies fossiles. À présent, place à la revue de presse. La revue de presse, c'est avec Diane Bonga. Bonjour Diane. Bonjour Bijou Bomona. Voilà, alors avec Diane Bonga, nous allons passer en revue l'actualité parue dans le journal de ce lundi 25 novembre 2024. Alors commençons avec l'évaluation de l'état de siège. Judith Souminois clôture sa mission en Ituri. Oui, Bijou, des journaux parus à Kinshasa reviennent sur la première ministre qui a clôturé ces dimanches la mission d'évaluation des mesures d'assouplissement de l'état des sièges en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Alors, ouvrons ce bal avec Africa News qui signale que la première ministre Judith Souminois revient du front. Selon cet hebdomadaire, la chef du gouvernement a regagné ce dimanche à Kinshasa, capitale congolaise, après avoir effectué depuis vendredi dernier une mission d'itinérance dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour évaluer les mesures d'assouplissement prises par le gouvernement relatives à l'état de siège en vigueur dans ces deux provinces. Pour ce portail, c'est une mission qui s'achève sur un air de satisfaction pour la première ministre et sa délégation dans l'est de la RDC avant de quitter la ville de Goma au Nord Kivu, indique Africa News. Judith Souminois a accordé une série d'audiences aux forces vives, notamment les humanitaires, les délégations des élus provinciaux, des conseillers communaux, les acteurs de la société civile, de la jeunesse, des confessions religieuses et des chefs coutumiers de la province du Nord Kivu. Et le gouvernement clôture sa mission d'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri.
Sur le même volet, Bijou, pendant que la Première ministre évaluait ces mesures, note la tempête de tropique à Kinshasa, le Sénat prorogé l'état de siège dans ces deux provinces en proie à l'insécurité. Ces quotidiens rapportent que les textes présentés par le ministre du Tourisme Didier Pambia, ayant parlé au nom de son collègue de la Justice appelé à d'autres charges, a été soutenu au moment où la Première ministre se rendait dans la partie de la République démocratique du Congo pour évaluer. Cet tabloïd fait savoir que cela avait été voulu pour permettre aux élus de bien dégager la suite sur base du rapport de la mission d'évaluation de ces mesures exceptionnelles. Voilà, on reste toujours dans le même chapitre avec l'état des sièges. La Première ministre Judith Suminwa à Goma pour vérifier l'efficacité de l'état de siège. Oui, cette fois, la RFI estime que le projet de changement de la Constitution porté par le président de la République, Félix Tshisekedi, la levée de l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri devient une nécessité pour ne pas énerver l'article 219 de la Constitution en vigueur qui dispose, je cite, « Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et les Sénats se trouvent empêchés de se réunir librement. Pour réunir tous les éléments d'analyse à soumettre à l'approbation du chef de l'État, indique cet hebdomadaire, Madame la Première ministre vient initier une mission d'itinérance dans le Nord Kivu et l'Ituri. Voilà, et toujours en ce qui concerne l'état de siège, Judith Suminwa boucle sa mission et promet de faire un rapport au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Oui, Bijou, le journal La RTNC, pour sa part, cite le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité lors du briefing de presse de ce dimanche, précise qu'il n'y a pas de corrélation entre l'évaluation de l'état de siège et la révision de la Constitution. Jacquemin Chabani précise que c'est les chefs de l'État qui avaient demandé à la chef du gouvernement de faire une évaluation sans complaisance de l'état de siège, bien avant l'idée de la révision de la Constitution, poursuit ce portail. Voilà. Et terminons avec toujours l'état de siège. Judith Suminwa clôture sa mission en Ituri selon Radio Okapi. Pour clore cette revue, selon les attentes de ZAN, rapporte Radio Okapi, il faut alléger cette mesure exceptionnelle dont l'impact est indéniable dans les entités déjà sécurisées, notamment Aru et Mahagi. La situation sécuritaire s'est nettement améliorée depuis l'instauration de l'état de siège, affirment certains acteurs politiques cités dans les colonnes de ce quotidien. Au Nord Kivu, comme en Ituri, ajoute ce portail, la population est unanime pour que ces régimes d'exception soit levé. Voilà, merci beaucoup Diane pour la revue de presse. Voilà, c'est avec cette revue de presse que prend fin ce journal de la mi-journée. Retrouvez la grande édition à 19h avec Vinny Galli Junior. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.